La légende raconte que les aristocrates ont le sang bleu. Comme ils ne travaillent pas au champ, ils ne s'exposent pas au soleil. Leur peau blanche laisse apparaître de façon plus évidente leurs veines bleues. Pourtant, leur sang coule rouge comme celui de n'importe quel être humain. Notre sang contient de l'hémoglobine. Cette protéine achemine l'oxygène. C'est le fer contenu dans l'hémoglobine qui donne au sang cette couleur rouge. Mais alors, pourquoi les veines nous apparaissent-elles bleues ? Il s'agit d'une illusion d'optique. Notre peau est rose. Les vaisseaux sanguins sont pourpres, un mélange de rouge et de bleu. Le pourpre et le rose sont des couleurs assez proches que l'on pourrait confondre. Notre cerveau va donc accentuer naturellement les contrastes pour faciliter notre distinction. Il va interpréter en priorité le bleu des vaisseaux. Connaissez-vous cet animal ? Il s'agit d'un limule. Sa particularité ? Il a le sang bleu. Chez le limule, on ne trouve pas d'hémoglobine, mais de l'hémocyanine, chargée en cuivre. Voilà pourquoi son sang est bleu. Cette espèce subsiste sous les flots depuis 350 millions d'années sans mutation. Le limule est même apparu avant les dinosaures. Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'une étrange histoire qui serait survenue dans une clinique en France. Une Anglaise victime d'un accident de voiture qui avait été envoyée pour soins vers cette clinique, il disparaîtra assez mystérieusement. Mais le plus intriguant dans cette histoire, c'est de savoir que le sang de la dite personne était d'une couleur bleutée. Nous savons qu'il n'y a guère que les céphalopodes qui ont le sang bleu, l'oxygène n'étant pas transporté par l'hémoglobine, dont l'élément actif est le fer, mais par l'hémocyanine, qui est bleu à l'état de combinaison avec l'oxygène, et dont le principal actif est le cuivre. C'est ce que la vidéo vient de vous dire, du moins le petit extrait là. Il n'existe chez les humains que 4 groupes sanguins, A, B, AB et O0. Il faut aussi tenir compte des systèmes suivants, le système antigène Rhesus, les systèmes antigènes KEL, MNS, KID, Duffy, etc. Et les systèmes antigènes P1, Lewis A, Lewis B, etc. Il y en a en tout 25 systèmes qui produisent de nombreuses variétés de sang, mais qui s'insèrent tous dans les 4 groupes que je viens de vous citer, qui sont A, B, AB et O. Il existe du sang bleu produit par une anoxémie, diminution de l'oxygène dans le sang, comme dans le cas de la cyanose, mais il appartient à l'un des 4 groupes cités plus haut. Quant à l'expression sang bleu pour désigner une origine noble, elle viendrait d'Espagne. La noblesse espagnole affirmait ne compter aucun ascendant mort aux juifs et avoir donc une peau claire sous laquelle apparaissaient les veines bleues. Le sang bleu de cette Anglaise n'était répertorié dans aucun de ces 4 groupes sanguins. C'est dommage que le témoignage dont je vais vous parler n'ait pas indiqué la couleur de la chevelure de l'Anglaise accidentée. Car si elle avait été blonde, j'aurais pu suggérer une origine extraterrestre humide. Mais bon. Le cas de cette Anglaise qui avait été amenée à la clinique Victor Pochet à Amiens nous avait été relaté par l'écrivain ufologue Jean Sider. Et le témoignage suivant remonterait aux années 30. Jean Sider avait découvert dans un livre de Daniel Réju consacré au phénomène de hantise un cas faisant état d'un nommé Pierre Sadron, qui avait obtenu de son père, peu de temps avant sa mort, le récit d'une étrange histoire. Le père était allé un jour avec son jeune fils à la clinique Victor Pochet à Amiens pour rendre visite à une tante malade soignée dans cet établissement. Le docteur Pochet, qui est un ami de longue date de ce fameux Pierre Sadron, du moins le père de Pierre Sadron, le fera entrer dans son bureau. Le médecin était bouleversé par un incident qui s'était produit la nuit précédente dans sa clinique. Il racontera l'histoire à son ami la veille au soir. La veille au soir, une Anglaise nommée Madame Smith avait été admise à la clinique après un accident de sa voiture survenu à la sortie de Droy-les-Amiens. Elle présentait plusieurs fractures qu'il avait fallu réduire. Et on lui avait fait, avant de lui faire une transfusion sanguine, une analyse de sang. Or, il s'était avéré que cette femme avait un sang bleu.
Le docteur Pochet avait dû faire effectuer de nouvelles analyses et vérifications par ses assistants, ce qui avait une nouvelle fois donné un résultat similaire, un groupe sanguin non répertorié chez nous. Mais par contre, la personne, elle avait un sang de couleur bleue. Bah, à défaut d'une transfusion sanguine, une injection de sérum physiologique sera finalement faite. Comme il était tard et que la femme n'avait toujours pas repris connaissance, la victime sera placée dans une sorte de chambre particulière, avec une infirmière assez expérimentée qui était habituée aux gardes de nuit. Bah, durant la nuit, la garde malade finira quand même par s'endormir. Et ça, en dépit de tous ses efforts pour rester éveillée. Lorsqu'elle se réveillera, l'étrange femme au sang bleu avait disparu. Et le lit avait été refait comme si personne ne s'y était trouvé. Toutes les fenêtres de la clinique étaient bien entendu munies de barreaux. Et toutes les portes donnant sur le dehors étaient encore fermées de l'intérieur. Bah, les gendarmes d'Amiens furent prévenus. Ils viendront assez rapidement pour faire leur enquête. Et au cours de leur investigation, ils constateront que la voiture accidentée avait aussi disparu. Et ça, en dépit du fait que l'anglaise était seule à bord lorsque ses sauveteurs l'ont retirée de la voiture. Bah, la curieuse facilité avec laquelle cette femme avait disparu de la clinique, sans la moindre trace de serrure forcée, et après la neutralisation d'une infirmière diplômée d'État expérimentée, elle semble indiquer qu'une ou plusieurs personnes de son espèce seraient intervenues. Parce que l'infirmière qui s'est endormie, en réalité, elle n'a pas été normalement. Son sommeil avait été stimulé par ceux qui sont venus pour récupérer l'ancienne malade. Bah oui. Bah, qui était cette anglaise au sang bleu et d'où venait-elle? On peut tout de même préciser que d'après de vieilles légendes sumériennes, des anciens dieux sumériens, censés avoir créé l'humanité, auraient eu un sang de couleur bleue. Ces mêmes sources précisaient que les prétendus croisements entre dieux et femmes mortelles auraient été à l'origine des lignées royales qui régnèrent bien avant le déluge. Bah, les écrits sumériens déclarent que les premiers rois humains sur Terre étaient les rejetons des gardiens divins, qui se croisèrent avec des femmes humaines. Ainsi naquit, du moins naîtra, l'idée de sang royal, et l'importance de maintenir une lignée royale au sang pur identique à celui des ancêtres. Ben, chose intéressante quand même à noter, certains anciens gardiens divins avaient été décrits comme ayant soit une peau bleutée, soit ayant un sang bleu. C'est étrange quand même. Cette vieille légende et cette personne qu'on retrouve au sang bleuté. Bon, maintenant je vais vous parler d'un étrange témoignage qui avait été recueilli par Joël Ménard en 1990. Bon, là, c'est pas l'histoire d'une femme au sang bleu, mais c'est l'histoire de personnes qui auront été approchées par des visiteurs extraterrestres. Des rapprochements de troisième type. Bah, Joël Ménard était responsable d'une revue ufologique qui s'appelle Lumière dans la nuit, du moins je pense qu'elle s'appelle toujours Lumière dans la nuit. Et lui, son travail consistait à aller investiguer sur le lieu des apparitions d'OVNI, donc il recueillait le maximum de témoignages concernant ces apparitions, qu'il compilait dans ses magazines qu'il vend par correspondance, je pense, parce qu'on n'en trouve pas beaucoup dans les kiosques à journaux. Si vous voulez acheter des revues Lumière dans la nuit, il faut vous cherchez sur internet l'adresse et vous pouvez lui en demander. Ben là, je vais vous parler de ce témoignage, c'est celui de Suzanne. D'ailleurs, on peut dire qu'il peut être perçu comme une rencontre rapprochée. Cette fameuse Suzanne avait dû subir plusieurs enlèvements en réalité, mais elle ne le savait pas puisque sa mémoire avait dû être effacée. Bah, dans ce témoignage, elle raconte son premier contact. Un jour de 1959, vers 13 h, elle va prendre un train qui devait l'amener à Paris, à la gare du Nord. Bah, d'après ce qu'elle nous dit, le train était bondé et pourtant personne ne venait s'asseoir sur une certaine banquette qui faisait face à deux jolies jeunes femmes blondes qui se ressemblaient comme des sœurs jumelles. C'est presque des clones. Suzanne finira par s'asseoir devant ces deux jeunes filles blondes. Mais la place à côté d'elle demeura quand même libre jusqu'à Paris, alors que les voyageurs debout restaient serrés comme des sardines. C'est incroyable, on a l'impression que c'était ces deux jumelles qui faisaient tout pour que personne ne vienne s'installer. Le but, je pense que c'était, il voulait que ça soit la seule Suzanne qui vienne s'asseoir, puisque je pense que cette femme, Suzanne, avait dû être enlevée à plusieurs reprises et les deux blondes devaient faire partie
de nos visiteurs extraterrestres. D'ailleurs, quand on dit blonde, je pense que là, on ferait surtout allusion aux humites. Hein. Bah, assez rapidement, son attention sera absorbée par ces deux jeunes femmes hein, dont le visage exprimait une certaine sérénité. Hein. Leurs yeux bleus étaient assez nettement étirés vers les tempes, hein. Leur peau était légèrement bronzée, et leurs cheveux descendaient jusqu'aux épaules. Hein. Et elles étaient vêtues de tailleurs vert pâle et de corsages blancs. Hein. Bah, Suzanne, bah déjà, si c'est des visiteurs extraterrestres, déjà, ils ont appris à s'habiller comme on s'habille, hein, comme vous l'avez constaté. Hein. Je précise bien si c'est bien des extraterrestres qui étaient devant cette fameuse Suzanne. Hein. Bah, Suzanne ne cessera de les observer assez discrètement, mais à aucun moment le regard de ces deux jeunes femmes blondes ne croisait le sien. Elle regardait légèrement au-dessus, au niveau des têtes des voyageurs, et plutôt vers l'extérieur du train. Hein. Elle n'échangeait entre elles que quelques vagues murmures hein, inintelligibles hein, pour Suzanne. Hein. Elle ne comprenait rien. Lorsque le train arriva en gare, Suzanne, qui se prépara à descendre, va perdre de vue un bref instant les deux jeunes femmes. Et lorsqu'elle va se retourner pour regarder à nouveau, bah, elles avaient complètement disparu. Hein. Bah, le lendemain, un dimanche, cette fameuse Suzanne va se rendre à la messe de 8 heures. Hein. Elle se dirigeait vers sa place habituelle lorsqu'elle s'apercevra bah, étrangement de la présence de ces deux jeunes femmes de la veille, hein, qui étaient assises à côté d'elle. Hein. Bah, elle prendra place derrière elle hein, et elle aura beaucoup de mal à suivre la messe, hein, précisant que ce qui émanait d'elle était tellement puissant hein, qu'elle avait l'impression de n'être plus elle-même. Hein. De nouveau, il lui sembla que ces deux jeunes femmes disparurent sur place sans qu'elle puisse préciser comment. Bah, Suzanne expliquera par la suite dans son témoignage qu'elle va vivre deux autres incidents assez étranges. Hein. Vers 1962, elle aura la vision un soir d'une boule lumineuse. Hein. Et cela se passa à Châtel, hein, dans le Bourbonnais. Hein. Cette boule émettait des faisceaux intermittents comme des signaux, d'abord immobiles puis disparus ensuite en prenant de l'altitude. Bah, le second incident se produisit dans la nuit du 6 au 7 mars 1975. Suzanne se réveillait avec l'impression qu'il y avait quelqu'un dans la maison. Hein. Son mari dormait, inquiète, elle se mettra à prier. Hein. Soudain, ils vont entendre un bruit de vaisselle qui se casse. Bah, Suzanne et son mari vont se lever assez rapidement, mais ils ne trouveront pas le moindre verre à briser. Hein. Bah, le mari va se rendormir assez rapidement, mais Suzanne ne parviendra pas à trouver le sommeil. Hein. Et au bout de quelques temps, elle va distinguer dans le couloir une lueur. Hein. Elle sortira de la chambre et va voir dans le couloir un personnage. C'était un homme qui était vêtu une longue robe jaune et d'une écharpe blanche flottante. Bah, il marchait tout doucement, mais sans que ses pieds touchent le sol. Hein. En langage plus clair, il était en lévitation. Hein. Bah, ses cheveux étaient blonds, ondulés, et il était très très beau d'après son témoignage. Mais bon. Leurs regards se croisèrent hein, et le personnage va disparaître, bah, comme elle l'expliquera par la suite. Bah, il semblait disparaître dans le mur, hein, comme s'il se dématérialisait. Hein. Bah là, vous avez compris que en réalité, cette pauvre Suzanne était une abductée. Hein. C'est une personne qui avait été enlevée à plusieurs reprises et je pense que sans vraiment s'en rendre compte, elle avait un implant dans le corps, hein, ce qui permettait à ses visiteurs extraterrestres de venir vers elle assez rapidement. Hein. Oui, comme je l'ai dit, l'implant extraterrestre permet de vous localiser assez rapidement puisqu'il émet sur une fréquence bien précise. Et tous les ovnis qui survolent le secteur s'orienteront automatiquement vers l'écho émis par l'implant. C'est pour cette raison qu'il vous retrouve automatiquement tant que l'implant continue d'émettre. Hein. Les implants, comme j'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, servent surtout, du moins ils s'en servent pour les femmes abductées qui vont servir de, comment dire, d'hybridation, de fécondation avec des hybrides extraterrestres. Puisque lorsque la fécondation est faite, il faut suivre l'évolution du fœtus. Hein. Et arrivé à un stade d'évolution, ben, les visiteurs, du moins nos visiteurs extraterrestres, viennent récupérer le fœtus. Hein. Donc ils sont obligés de mettre un implant dans le corps de la femme hein, pour pouvoir s'orienter automatiquement vers elle à plusieurs reprises. Et bon, une fois que le bébé est né, s'ils n'ont plus besoin du cobaye, bon, ils vont lui retirer l'implant. Oui, parce qu'ils n'en ont plus l'utilité. Hein. Bon, maintenant je vais vous parler du cas d'une autre dame hein, qui s'appelait Madame Olf. Hein. Dans un livre publié en 1999, Jean Sider avait évoqué le cas de cette dame dite appelée Wolf. Hein.
Bon, l'affaire, en fait, s'était déroulée en 1969, hein. Oui, ça faisait 30 ans en arrière, hein. C'est quelquefois, vous avez des témoignages qui ressurgissent que maintenant, hein. Donc, vous avez certains auteurs, ils tombent dessus, puis ils les intègrent dans leur roman. Moi, dans leur roman, dans leur livre sur les ovnis, hein. Bah, une réunion qui regroupait plusieurs ufologues avait eu lieu en 1969 à Nice, hein. Il y avait là Guy Tarade, hein, Paul-André Maire et son épouse Paul Letendre, Pierre Wewald et son fils Henri Fraisse. Un ou deux jeunes invités, dont Jean-Claude Dufour, le responsable de l'association ufologique, qui ignorait les noms, hein, et Jean-Claude Dufour lui-même, hein, qui était président de l'association qui avait organisé cette réunion ufologique. Bah, deux femmes que personne n'avait invitées, hein, vont arriver assez mystérieusement ici, dans cette réunion, avec un peu de retard, hein. La plus âgée, environ 55 ans, hein, se présenta comme étant Madame Wolf, hein, et elle venait de Hambourg, hein, où elle vivait en compagnie de sa fille. Elle expliquera, sans être sollicitée bien entendu, que son mari était ingénieur dans une importante compagnie de pétrole américaine. Bah, sa fille, qui mesurait 1,80 m, avait le teint cuivré, hein, les pommettes assez saillantes, hein, larges, la chevelure d'un noir jet et des yeux curieusement allongés en direction des tempes, hein. Oui, ça fait un peu penser à des hybrides, hein. On a l'impression que cette dame Wolf a probablement été enlevée, hein, et que sa fille euh, a probablement été, comment dire, issue avec une semence extraterrestre, hein. Ce qui expliquerait pourquoi les yeux seraient allongés vers les tempes. Ça, c'est mon hypothèse, hein, c'est pas expliqué clairement, hein. Bon, cette jeune fille, elle ne prononça pas un mot, hein. Elle était vêtue d'une longue robe en daim avec des franges serrées à la taille d'une large ceinture, hein, de la même manière, mais plus foncée, hein, de bottillons souples en même matière, hein, et d'un boléro en daim garni de franges. Bah, elle ressemblait beaucoup à une sorte de squaw indienne, une Cheyenne. Bah, Madame Wolf racontera que quelques années auparavant, elle vit, alors qu'elle était seule dans sa maison d'Hambourg, hein, en Allemagne, un disque métallique qui avait atterri dans son jardin. Deux êtres ayant l'apparence d'un homme et d'une femme en étaient sortis et avaient pris contact avec elle, hein. Ils étaient vêtus d'une combinaison assez serrée, hein, les moulant des pieds jusqu'au cou, hein. Ils lui ont remis un appareil, c'était un boîtier avec des boutons et des lumières, et cet appareil devait permettre à Madame Wolf de les contacter et inversement. Ils repartiront en promettant de revenir, mais Madame Wolf n'avait pas montré lors de la réunion le boîtier. Bah oui, c'est normal, hein, parce que dans Visita Extraterrestre, ils m'ont expliqué qu'elle devait le garder secret, donc elle devait le remettre à personne. Bah, elle expliquera que sa fille était télépathe et que chacun pouvait tester son pouvoir, hein, ou ses capacités, hein. La fille ne disait rien, restant comme prostrée sur le divan, tournant par moments la tête, hein, comme l'aurait fait une machine. Ce qui avait mis mal à l'aise le responsable de l'association, qui était Jean-Claude Dufour, hein. Bah, il expliquera, lui, qu'on aurait dit qu'elle scannait l'esprit de tout le monde. Quelqu'un dans l'assistance souhaita faire un essai. Madame Wolf avait demandé à cet homme de bien fixer sa fille, hein, dans les yeux, hein. Au bout de quelques secondes, la fille a pivoté la tête en direction de sa mère, hein, la regardant aussi dans les yeux, hein. Puis Madame Wolf a dit de cet homme ce qu'il avait pensé. Selon cet homme, la réponse est exactement ce qu'il avait pensé. Au bout du troisième essai, Jean-Claude Dufour n'était pas très convaincu, car il s'agissait à chaque fois de petites banalités selon lui, hein. Le genre de choses que tout un chacun pouvait penser à tout moment, hein. Jean-Claude Dufour se proposera comme cobaye, hein, fixant la jeune fille tout en pensant à un petit problème rencontré la veille au soir avant fermeture, hein, dans son entreprise d'import-export, hein, et dont personne n'était au courant, bien entendu, hein. La fille Wolf s'était retournée vers sa mère, à laquelle avait énoncé clairement le problème, hein, ajoutant même qu'il allait se résoudre de telle ou telle manière, hein. Bah, d'autres membres du bureau commencèrent à émettre ouvertement des critiques à l'encontre de Madame Wolf, hein. Elle déclara à Jean-Claude Dufour qu'elle savait qu'il la croyait. Mais elle aussi, comme elle lui expliquait, elle allait lui faire un petit cadeau. Dans quelques jours, il allait voir un ovni. Après cette réunion, bon, tout le monde s'est dispersé, hein. Madame Wolf avait cependant dit à Jean-Claude Dufour
qu'elle était descendue avec sa fille à l'hôtel du Cap d'Antibes. Le week-end suivant, c'était le dimanche 6 avril 1969, hein, oui, ça remonte à très loin. Hein. Bah, notre fameux Jean-Claude Dufour hein, prendra sa moto pour faire un tour matinal dans les environs de Nice. Hein. Et à un moment donné, il s'arrêtera pour contempler le paysage. Hein. Il était à peu près 8h25. Hein. Et là, il va voir un énorme engin d'aspect métallique, comme de l'alu poli, hein, reflétant les rayons solaires et stationnant environ 400 ou 500 mètres au-dessus de la mer, juste à la pointe du cap d'Antibes. Hein. Bah, l'objet qui ressemblait à deux assiettes accolées hein, devait faire au moins 60 mètres de diamètre. Hein. Il ressemblait à une lentille de métal et il ne bougeait pas. Hein. Et après quelques minutes, le témoin se déplacera pour avoir une meilleure vue, hein, mais l'engin avait alors disparu. Bah, il racontera cette observation à ses parents. Bah, la semaine suivante, il reverra Madame Wolf et sa fille. Hein, et Madame Wolf va lui dire alors, vous avez eu votre preuve, n'est-ce pas? Vous avez vu la soucoupe volante au-dessus du cap Antibes? Vous avez compris maintenant, vous savez qui nous sommes? Bah, la dernière fois que Jean-Claude Dufour avait rencontré Madame Wolf et sa prétendue fille, hein, ce fut lors de la conférence annuelle de l'association hein, qui avait été donnée dans un salon de l'hôtel Splendid à Nice. Splendide, si vous voulez. Elle était assise au premier rang, la conférence terminée. Plusieurs jeunes ont parié sur celui qui arriverait à draguer la fille Wolf, ou tout au moins à l'inviter dans un restaurant. Bah, deux jeunes gens vont se diriger vers elle, hein, celle-ci étant debout un peu plus loin, comme un robot désactivé. Hein. Et elle avait soudain pivoté d'un seul coup dans leur direction et les avait fixés assez méchamment. Les témoins ont senti comme un souffle glacial qui venait d'elle, hein, comme si on venait d'ouvrir la porte d'un congélateur. Hein. Eh ben, les deux jeunes gens, d'après les témoignages, seraient restés figés sur place et auraient fait demi-tour en bafouillant des paroles incompréhensibles. Bah, Jean-Claude Dufour salua Madame Wolf et lui demandera discrètement si elle voulait bien lui communiquer ses coordonnées en rebours. Elle répondra qu'elle les avait notées sur un bout de papier remis à Guittarade. Hein. Bah, les deux femmes sont parties à Jean-Claude, sont parties, pardon, et Jean-Claude Dufour ne les a jamais revues. Hein. Bon, ensuite, par la suite, il a demandé à Guittarade de lui communiquer l'adresse en Allemagne. Hein. Bah, ce dernier, lorsqu'il a retiré de la poche de sa veste le papier quadrillé sur lequel elle avait dû noter l'adresse, et bah, lui, il a remarqué qu'il n'y avait plus grand-chose là. Il n'y avait plus rien sur le papier. Et Guittarade déclara par la suite, avec un air un peu embarrassé, bah, qu'il avait pourtant bien vu une adresse écrite sur le papier. Hein. Bah là, comme vous voyez, hein, j'en ai fini avec cette vidéo. Hein, je vous ai fait cette vidéo surtout pour vous parler de la personne au sang bleu. Donc, qui est cette personne au sang bleu vu comment elle a disparu de l'hôpital, je pense qu'elle devait composer, du moins faire partie de nos visiteurs extraterrestres, hein, je pense. Parce que comme vous le savez, certains de nos visiteurs extraterrestres ont une apparence tellement humaine qu'ils peuvent se fondre parmi nous en se faisant passer par des Suédois ou des Norvégiens, hein, puisqu'ils ont une chevelure blonde. Bah, comme ils sont un peu partout sur Terre, ben, beaucoup d'entre eux se sont initiés dans l'activité, du milieu de l'activité des hommes. Hein. Certains ont appris à conduire des voitures, hein, donc ils se faufilent au milieu des sociétés, hein, puisqu'ils doivent rendre des rapports tous les mois à leur gouvernement, à leur hiérarchie, leur planète d'origine. Ils veulent savoir, ils veulent connaître l'évolution de la planète, hein, puisque bon, dans les rapports, ils leur expliquent qu'on évolue tout doucement, la technologie avance progressivement, mais on n'a toujours pas développé des appareils de lévitation comme ils possèdent. Parce que lorsqu'on va commencer à travailler sur ce genre d'appareil, je pense qu'ils voudront commencer à prendre des contacts avec nous. Mais comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, on a comment dire, le facteur du grand monarque. Donc, comme tout devra passer par l'intermédiaire de ce grand monarque, je pense qu'ils rentreront en contact, s'ils ne l'ont pas déjà fait, avec ce grand monarque. Puisque s'il doit reprendre le contrôle de la planète, il faudra communiquer, du moins parler qu'avec cette personne. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. J'en ai fini avec celle-là.